J'aimerais vous faire réagir sur un point. En vous écoutant tous les trois, il y a un aspect qui me paraît plus important que les autres, peut-être, dans tout ce que vous avez dit, même si tout ce que vous avez dit est particulièrement important, c'est ce problème du temps. Est-ce que cette constitution, qui est fort critiquée à l'époque, je vous rappelle tout de même la parution du coup d'État permanent, les critiques du Verger quasi hebdomadaire dans le monde, et quelques autres, puis qui finalement disparaîtront, peut-être parce qu'il y a une acculturation de la société française qui finit par accepter ces nouvelles institutions. Est-ce que ces institutions qui donnent à la présidence de la République la maîtrise du temps n'a pas reçu un coup particulièrement rude avec l'adoption du quinquennat? Quid de la maîtrise du temps dans un temps politique extraordinairement contracté avec, comme aux États-Unis, puisqu'en gros on s'est calé sur le modèle états-unien, les 18 derniers mois du quinquennat qui sont obligatoirement déjà consacrés à la campagne présidentielle. Qui veut intervenir là-dessus? Merci bien. Oui, il est tout à fait évident que l'institution du quinquennat est particulièrement éloignée des vues du général de Gaulle sur le système. On en trouve d'ailleurs la preuve dans l'ouvrage dont tout à l'heure parlait Chaudal-Morel, le livre d'Alain Perfit, C'était de Gaulle, où Perfit lui pose la question de savoir est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aligner la durée du mandat du président de la République sur celui du mandat du Parlement, ce qui a été fait avec le quinquennat. Et De Gaulle réagit très vigoureusement en disant que ça modifierait complètement l'esprit de la Constitution. Pour lui, en effet, le président de la République, une fois élu au suffrage universel, échappe en quelque sorte pour cette année au jeu de la contestation politique. On peut contredire sa politique, mais il est clair que le mandat qu'il possède pendant 7 ans, et qui est pour lui le mandat fondamental, puisque après tout c'est le président qui définit les grandes orientations, est totalement différent du mandat d'une assemblée législative élue pour faire la loi, voter le budget, éventuellement poser des questions au gouvernement, mais au fond pas le renverser. Et par voie de conséquence, il considère que le président de la République échappe au jeu des partis qui se jouent lors des élections législatives. Et que, de ce fait, lorsqu'une majorité est désavouée, ce qui se passe à l'automne 1962 avec la censure votée contre Georges Pompidou, le président de la République, n'étant rien concerné par ce phénomène, et il a fait le choix que David Bellamy nous a fort bien expliqué, de garder le gouvernement et d'envoyer le Parlement. Donc, pour lui, le président doit échapper aux aléas de la politique quotidienne. Or, précisément, le quinquennat, en alignant la durée des 2 mandats, celui du président et celui du Parlement, fait, qu'on le veuille ou non, du président le chef du parti majoritaire et le chef de la majorité parlementaire. À preuve, le Parlement est élu dans la foulée de l'élection présidentielle et avec l'idée qui a été celle des promoteurs de la réforme, à gauche comme à droite d'ailleurs, c'est valable pour Jacques Chirac comme pour Lionel Jospin, qui en attendait la même chose, qu'il y ait identité de position politique entre le président et la majorité parlementaire. Et par conséquent, le président apparaît désormais au quotidien comme le chef de la majorité parlementaire, et ça peut conduire à cette hyper-présidence qu'évoquaient à l'instant Bernard Fan et David Bellamy. De fait, désormais, tout ce qui se passe au Parlement concerne le président, et le président ne peut certes pas être renversé par un vote de censure contre le gouvernement, mais il en est considérablement affaibli. Il est clair que
pour nous situer dans la position qui est celle de la politique aujourd'hui, si l'Assemblée nationale mettait en minorité, votait la censure contre le gouvernement, il est clair que la position du président de la République deviendrait extrêmement difficile. Simplement rajouter une petite chose. Vous le savez peut-être, une proposition de loi a été faite par quelques sénateurs il y a quelques semaines pour modifier à nouveau la durée du mandat présidentiel en tenant compte des difficultés qui sont apparues depuis qu'il a été voté par référendum par une infime minorité de Français en l'an 2000, puisque la participation fut très, très faible. Ce projet vise à rétablir le septennat, mais à empêcher le chef de l'État sortant d'être à nouveau candidat à sa succession. Deuxième question que je voulais vous poser en vous écoutant, c'est l'importance des principes que vous avez dégagés à partir de la crise du 16 mai et de l'affaire Dreyfus. On voit que la société française adhère à un certain nombre d'idées forces autour desquelles elle s'efforce d'organiser sa vie politique. Or, tous les trois, quand on vous entend évoquer ensuite la mise en œuvre des institutions dont vous parlez, je me faisais la réflexion que cette société semble absolument condamnée à violer les principes qu'elle érige comme une arche sainte. La constitution les lois constitutionnelles, puisqu'il n'y a pas de constitution de la Troisième République, ne sont pas véritablement appliquées à cause de l'échec de MacMahon à vouloir affirmer une prééminence que, à l'évidence, la majorité politique ne veut pas lui reconnaître. Quand on prend le livre de Jacques Julliard sur la 4e République, dans Vie et mort, c'est une collection très courte, mais peut-être qu'un jour elle s'étoffera, il intitule son premier chapitre « Du vin nouveau dans des vieilles outres », et il insiste bien sur le fait que Ramadier viole lui-même le texte constitutionnel par une double investiture que le texte ne prévoit pas, mais qui affaiblit considérablement le pouvoir de l'homme politique. On s'aperçoit qu'il n'est pas très difficile dans la pratique de la 5e, surtout après le départ de Charles de Gaulle, de montrer qu'on prend quand même quelques libertés avec les principes. Penser qu'on puisse engager l'armée française et consulter le Parlement que 4 mois après, et encore sans l'autoriser à voter, alors que David Cameron ne peut engager les forces de Sa Majesté que si la Chambre des communes l'y autorise, pose quand même le problème de savoir si ce pays croit vraiment que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce directement par ses représentants, ou est-ce que la France est condamnée à jouer une sorte de théâtre d'ombre en affichant des idées qu'ensuite elle se garde bien d'appliquer. Personnellement, comme citoyen, je ne vous cache pas que ces choses-là me gênent profondément. Et je compléterai l'explication de mon trouble, si vous voulez. Au titre de la PSG, j'ai conduit une délégation que Jean-Louis devrait souhaiter rencontrer lorsque Jacques Chirac lui a demandé de débarrasser de l'article 4 de la loi du 25 février 2005 qui enjoignait à mes collègues d'enseigner les effets positifs de la colonisation. Et je posais la question à Jean Buret, comment vous avez laissé passer ce texte à l'époque où il présidait l'Assemblée nationale? Il m'a répondu, cher ami, ce texte a été voté par inadvertance. Je lui ai dit, vous voudriez que j'explique à mes jeunes collègues qu'ils doivent, dans leur cours d'éducation civique, expliquer aux élèves que la loi est votée en France par inadvertance. C'est quand même pour le moins troublant. Il y a des textes qui sont rejetés par inadvertance. C'est possible aussi. Ça n'est pas forcément quelque chose dont on doit se féliciter. Il me semble que l'élaboration de la loi est même quelque chose de sérieux. Je mets à la place des collègues qui doivent, à travers ce programme, essayer de contribuer à la formation politique et civique des jeunes Français. Je pense que la tâche devient de plus en plus difficile dans ce pays. Oui. Ce qu'on peut dire en lien avec notre sujet là-dessus, c'est que l'élaboration de la loi aujourd'hui, elle relève de l'exécutif. La plupart des lois sous la Ve République sont des lois qui viennent de l'initiative de l'exécutif. Ce sont des projets de loi et pas des propositions de loi. L'exécutif est le principal législateur dans le modèle de la Ve République. Jean, vous voulez réagir? Alors, vous avez probablement des questions. Et comme après tout, c'est vous qui allez devoir mettre en application ce programme.
Peut-être souhaitez-vous des éclaircissements sur tel ou tel point. Il n'y a jamais de question. C'est pas vraiment une question, mais je voulais rebondir sur votre intervention sur justement un Parlement dont on se demande à quoi il sert. Enfin, peut-être un peu fort, mais il y a même ça. Et ça m'a rappelé une réflexion que je faisais il n'y a pas très longtemps où, entendant des journalistes à la radio, à la télévision, entendant des journalistes à la radio qui s'inquiètent de voir un Parlement qui ne soutient pas son gouvernement. Et on est dans une pratique, effectivement, où même les informations qui nous viennent disent qu'il faut que le Parlement soit aux ordres du gouvernement. Moi, je me dis, au contraire, on devrait être content d'avoir un Parlement qui s'oppose à son propre gouvernement. Ils sont tout de même nos représentants. Ils n'ont pas à être aux ordres. Et je voulais donc abonder dans notre sens sur la question qu'on peut se poser sur la pratique de la démocratie dans notre pays aujourd'hui. Là, le général de Gaulle vient de se retourner dans sa tombe en vous écoutant. Peut-être. Mais quand un Parlement s'oppose à un pouvoir exécutif, je ne vois pas ce qu'il y a de désastreux. Parce que le Parlement, ce sont nos représentants. C'est la nation qui s'exprime. Et la nation n'a pas à être aux ordres d'un exécutif 24 heures sur 24. Personnellement, je partage tout à fait votre point de vue. Je pense qu'il n'y a rien de déshonorant pour un gouvernement à voir une de ses lois refusée. Il y a des textes dont on ne peut pas accepter le refus. Le budget me paraît, par exemple, l'exemple caricatural, paradigmatique de cette adhésion d'une majorité au gouvernement. Après, on peut essuyer des échecs sur d'autres, mais je pense que on est toujours dans un Parlement gaullio. Hein. On a beaucoup moqué les députés sous De Gaulle en disant que c'était des godillots. Quand Mitterrand a voulu reconstituer la carrière des généraux, Jox a essayé de montrer que le Parlement pouvait avoir un point de vue différent. Il a été obligé de s'incliner devant une seconde lecture. La seule chose qu'il a pu faire, c'est de ne pas être présent ce jour-là dans l'hémicycle. Donc, il me semble qu'effectivement, les députés sont condamnés. L'investiture, qui pose un autre problème, cette constitution est la seule qui donne une place aux partis. Aucune autre constitution française n'évoque les partis politiques. Celle de la Ve République dit qu'ils doivent animer la vie politique. Peut-être faudrait-il élaborer quelques lois organiques qui essayent d'organiser leur mode de fonctionnement, par exemple. Oui, je pense que la réponse tient en partie, si vous voulez, à deux phénomènes importants. On continue à concevoir le député comme quelqu'un qui a au fond la liberté complète de dire oui ou non à ce que dit le gouvernement. Or, cette conception est celle qui est issue du XIXe siècle, où on considérait qu'un parlementaire n'a de compte à rendre qu'à sa conscience, et ça a été le cas des parlementaires de ce type, je dirais en gros jusqu'en 1914. Depuis 1914, se sont constitués des partis politiques. Et les partis politiques n'ont cessé de prendre de l'importance et de s'organiser en instituant en particulier en leur sein une discipline parlementaire. Alors, qu'est-ce qui fait que le quinquennat étant installé, le système politique est tel que le président élu doit pouvoir compter sur la majorité des députés qui, 2 mois après, se font élire sur son nom. Eh bien, ce qui pose ce problème, ce que le quinquennat a permis, c'est que depuis 1962, il y a en France, à chaque élection législative, un parti majoritaire. Que ce parti majoritaire est, depuis le quinquennat, nécessairement de la couleur du président de la République. Autrement dit, que lorsqu'un député élu sur le nom du président de la République qui vient d'être nommé vote contre lui, c'est considéré comme une trahison, il est en dehors, en quelque sorte, du jeu politique. Et donc, depuis 1962, l'aspect de la Constitution qui restait parlementaire est neutralisé par l'existence de partis majoritaires qui font que le président élu dispose pendant 5 ans d'une majorité automatique.
Alors le fait nouveau, c'est qu'on se demande aujourd'hui si cette majorité automatique va se poursuivre, mais il est clair que si ça n'était pas le cas, je ne sais pas très bien comment la Ve République serait en mesure de réagir avec un président qui a en principe tous les pouvoirs et qui aurait en face de lui une assemblée qui serait hostile, où la confusion serait telle qu'il n'y aurait aucune possibilité. Donc il faut bien voir que la création d'un parti majoritaire en 1962, plus le quinquennat, a changé le système de la Ve République tel qu'il a été institué par le général de Gaulle et tel que nous venons de le décrire. Donc on est en fait dans une situation qui est tout à fait originale, tout à fait particulière, et dont j'ignore, comme d'ailleurs tout le monde, quel sera véritablement l'avenir. Voilà, donc il y a encore du hasard en histoire. Oui. Moi j'avais une question. Le général de Gaulle est parti après l'échec du référendum sur les régions. Est-ce que la décentralisation et la réforme territoriale qui est en cours aujourd'hui ne sont pas aussi des coups sur la constitution de la Ve République? Qui veut réagir? Honnêtement, je ne crois pas. Je pense que c'est le problème, si vous voulez, est tout à fait différent de celui que nous avons traité, de la décentralisation et de la régionalisation qui, en France, a été quelque chose de difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a une tradition centralisatrice qui, jusqu'à une date relativement récente, disons les années 1980 et la mise en place de la décentralisation par Gaston Defferre, a été extrêmement solide. Alors, le sentiment régional, il existe certes, mais je dirais qu'il n'est vraiment pas en phase directe avec les problèmes nationaux et avec les problèmes institutionnels. Qui est, si vous voulez, 22 régions ou 13, ça ne change pas fondamentalement l'équilibre des choses. Ça crée des mécontentements, des espoirs, ça c'est un autre problème, mais je ne pense pas du tout que ça réagisse sur l'élément essentiel. S'il y avait un référendum, comme certains l'ont réclamé, sur la décentralisation, ça pourrait avoir des effets, puisque dans un référendum, on répond non pas à la question, mais à la confiance que l'on fait aux gens qui l'ont posée. Donc là, on serait dans le hasard, c'est pourquoi il n'y aurait pas de référendum sur la régionalisation. Oui. Sans faire de l'histoire fiction, qu'est-ce que le général de Gaulle aurait pensé de la cohabitation finalement? Parce que tout le débat qu'on vient d'avoir entre cette relation entre l'exécutif et l'Assemblée, c'est déjà, entre guillemets, discuté avec la situation de la cohabitation simplement sur un plan politique, avec une assemblée différente du président de la République, mais elle se pose aussi parfois entre les deux têtes de l'exécutif. On sait aujourd'hui qu'il peut exister aussi des cohabitations à la tête de l'exécutif. Donc comment, au regard de la situation, je dirais, des années 60 et du général de Gaulle, on peut envisager une réflexion sur la cohabitation et l'avenir de notre Constitution avec ces événements du hasard qui peuvent nous attendre demain? Chantal, au niveau des principes. Au niveau des principes, je pense que... Le principe, Pardon ? Je disais le principe. Je pense qu'au niveau du principe, le général de Gaulle ne pouvait pas déjà imaginer la cohabitation. Et c'était inconcevable. Bon, il choisit lui-même son Premier ministre, il le dit lui-même, il choisit moi-même. Et en outre, le Premier ministre, il n'admet pas qu'on dise que le Premier ministre est chef du gouvernement. Il n'y a qu'un chef, c'est lui. Donc la cohabitation implique nécessairement deux chefs. Et donc, encore une fois, c'est inconcevable dans son esprit, dans l'équilibre qu'il a souhaité pour la Constitution de la Ve. Dans ses propos, c'est ce qu'il appelle et ce qu'il condamne la diarchie au sommet de l'État. Pour lui, c'est quelque chose qui est
complètement impensable. On sait qu'en 1967, aux élections législatives, la majorité a été extrêmement courte et que peut-être, à quelques dizaines de milliers de voix près, De Gaulle aurait pu se trouver face à une situation telle que celle que vous décrivez, d'avoir une assemblée éventuellement hostile. Là, on entre dans du chronique. Je ne sais plus dans quelle mémoire de gaulliste je lisais un jour que De Gaulle aurait dit « Ah, j'aurais bien aimé voir comment ça pouvait marcher ». Mais on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. En tous les cas, le principe de base pour De Gaulle, c'est pas de hiérarchie au sommet de l'État. Petite question, juste un petit point technique. Tout à l'heure, M. Bernstein nous fait fait que ce soit la 3e, la 4e ou la 5e République, le président de la République préside le Conseil des ministres. Ce que je voulais savoir, c'est dans les faits, est-ce que le présider, c'est la même chose? C'est le même mot? Est-ce que dans l'action, c'est la même chose? Oui, la présidence du Conseil des ministres par le président de la République sous les 3e et 4e Républiques est une présidence strictement honorifique. C'est en fait le président du Conseil de la 4e et de la 5e République qui fait marcher la machine gouvernementale. Et le président assiste, à la rigueur, fait des remarques, mais ces remarques n'ont pas porté puisque elles ne sont pas en mesure d'être débattues par la Chambre qui est maîtresse du jeu. Donc le président du Conseil, délégué par la Chambre, est tout puissant et bien entendu, même si les termes sont les mêmes, un Conseil des ministres présidé par Gaston Doumergue et un Conseil des ministres présidé par le général de Gaulle, ça n'a strictement rien à voir. Le terme président, là, est polysémique. Dans un cas, il s'agit d'une intervention évidente, dans le cas de la 5e République, et même d'une direction ferme. De Gaulle explique dans ses mémoires d'espoir qu'il réunit le Conseil des ministres, il donne la parole aux uns et aux autres, et ensuite, en gros, il annonce ce qui a été décidé et il le fait connaître par le communiqué qu'il envoie, qui est ensuite envoyé à la presse. Donc, il dirige le Conseil des ministres. Sous la 3e et la 4e, le président préside, mais ne dirige pas. C'est comme, si vous voulez, sous la monarchie de Juillet, lorsque Thiers déclarait « Le roi règne, mais ne gouverne pas ». Est-ce que l'instauration durable de la proportionnelle, ou même, une proportionnelle partielle, dans le cadre du quinquennat, n'irait pas à l'encontre de l'esprit de la 5e République, puisqu'elle n'assurerait plus au président qui viendrait d'être élu une majorité sûre derrière, et donc implicitement elle pourrait créer des situations de cohabitation immédiatement après l'élection présidentielle. Vous avez répondu à votre propre question. En tous les cas, ce qui inquiète De Gaulle dans ce cas-là, c'est le poids renforcé des partis. Ça, on n'a peut-être pas assez dit, mais De Gaulle a, même si effectivement le mot apparaît pour la première fois dans le texte constitutionnel. Alors justement, si je peux vous demander de poser une question, est-ce que vous avez trouvé dans les écrits du général De Gaulle une explication à cette inclusion des partis dans le texte de la Constitution de 1958, alors qu'on sait que par ailleurs, il a sur les partis des propos on ne peut plus déplaisants? Là-dessus, moi, je n'ai aucune réponse. Non, je crois qu'à la fois, il est contre les partis dans la mesure où il apparaît que les partis fractionnent une unité nationale dont il se veut le représentant. Donc, dans son esprit, les partis peuvent jouer un rôle au moment des élections législatives, en présentant des candidats. En revanche, son idée, qui a été complètement démentie par les faits, c'est que pour l'élection du président de la République, c'est un homme qui se présente seul,
sans l'accord d'aucun parti et qui se présente aux Français. Alors c'est ce qui s'est passé pour lui lors de l'élection présidentielle de 1965. Ensuite, il faut bien dire que les seuls candidats qui ont montré quelques chances étaient ceux présentés par les partis politiques, ces partis étant en général les partis les plus importants. Il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, de quelle manière on spécule sur ce que pourra être l'élection présidentielle en 2017. Donc, il est pour les partis, puisqu'ils expriment en quelque sorte la démocratie lors des élections législatives, mais il souhaite que l'élection présidentielle soit soustraite au régime des partis, parce que l'homme qui est élu doit représenter la France dans sa globalité. Y a-t-il une dernière question? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, chers collègues, merci et bon courage. Merci beaucoup pour vos différentes interventions qui ont été très riches. Juste quelques petites informations avant de vous laisser repartir. Donc tout d'abord, les différentes interventions de cette journée ont été enregistrées, seront mises en ligne sur la web TV. Je vous invite à aller consulter cette web TV. Vous avez plus d'une cinquantaine de vidéos, environ 3000 connexions par jour sur cette web TV. Donc c'est accessible à tout le monde. Ensuite, si vous avez aimé cette journée, n'hésitez pas à adhérer à l'association. Les différentes adhésions nous permettent justement d'organiser et de financer cette journée. Enfin, le thème pour l'année prochaine. Il y a de très fortes chances que le thème pour l'année prochaine soit un thème de géographie, parité, alternance oblige, l'enseignement de la géographie de l'Afrique. Donc une approche géographique renouvelée avec plein de nouvelles thématiques sur l'Afrique. Donc rendez-vous jeudi 26 novembre 2015. Et sinon avant le 9 avril à Saint-Quentin pour les États-Unis, la Première Guerre mondiale, avec les collègues de Lille et de Reims. Bon retour.